Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Gaijin TV, épisode 20. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, tranquille? Ouais. Le mois de décembre se passe bien? Oui. Tu vas avoir quoi à Noël? Je sais pas, c'est une surprise, mais je crois que je vais pas trop gâter, parce que... Ça, j'ai prévu un beau cadeau pourtant. Hein. Ah bon? Oui. Bah moi ça tombe bien, c'est bon. Enfin, tu vas être gâté. Bon, passons, on va pas raconter notre vie. Hein. Bon, alors aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisqu'il n'y aura pas de rubrique culte. Mais on va passer, en fait, on va faire une rubrique, on va faire de l'actu comme d'habitude, un zoom comme d'habitude, et puis à la fin, donc Magali proposera ses idées cadeaux, les idées cadeaux de Mag. Voilà. Ça va être sympa. Et donc je parlais de l'actu rapidement, en fait, ce sera donc, on va parler de, c'est moi qui commencerai, ouais peut-être. Oui. Par l'île des suicides. Vaut mieux commencer par celui-là. Oui, c'est assez sombre, hein. On va commencer par Suicide Island, puis ensuite toi tu vas enchaîner sur... Moi je vais présenter Conductor. Monseigneur, il est l'or du conducteur. Oui, allez. Ok. Et après en zoom, ce sera un zoom sur le kendo. Ouais. On a été voir un cours de kendo. Donc ça, bravo à c'est qui a découvert que c'était le kendo sur Facebook. Ouais, il y en a un qui avait trouvé. Oui, donc bravo à lui parce que c'était pas évident à trouver. Hein. Félicitations à toi. Voilà. Tu as gagné notre reconnaissance. Voilà, le kendo. Ok, on lance la rubrique actu. Allez, c'est parti. Actu. Alors. Vas-y, actu. Donc je vais commencer par vous parler de Suicide Island. Vu comme je parle bien anglais. Donc Suicide Island, c'est de Koji Mori. Koji Mori, donc une série qui sort chez Kazé en ce moment. C'est une série qui date de 2009 et on a à l'heure actuelle 6 volumes en cours au Japon. Le premier volume, donc je l'ai dit, vient juste de sortir, c'est pour ça que c'est dans l'actu. Alors l'histoire, ça parle de quoi? En fait, ça se passe au Japon. C'est étonnant un petit peu. Mais la société japonaise, en fait, ne souhaite plus assumer le coût lié au suicide des gens. On considère que les gens qui se suicident, ça coûte trop cher à la société. Et donc, en fait, tous les récidivistes, elles décident de les exiler sur une île. Et sur cette île, il n'y a plus de loi. Tu parles de tentative de suicide. Hein. Tous les gens qui... Oui, parce que ceux qui réussissent, en général... Ils coûtent pas cher, ceux-là, non, ceux qui réussissent, en général, ça va. Hein. Bon, enfin, c'est pas drôle quand même le thème, mais c'est vrai que tous ceux qui ratent et qui sont récidivistes, enfin en gros ceux qui se loupent, eh bien on les envoie sur une île déserte et où on leur dit maintenant vous avez le choix, soit vous vous suicidez pour de bon sur l'île, faites ce que vous voulez, soit vous débrouillez pour survivre, enfin en tout cas voilà, maintenant vous êtes livré à vous-même. Et donc l'histoire elle raconte celle d'un jeune au départ qui s'appelle Sei. Et Sei va bien évidemment être un suicidaire récidiviste et il va se réveiller au début de l'histoire sur cette île. Et il va rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même état que lui, qui ont tenté de se suicider, donc par tous les moyens, médicaments, coupure des veines, etc. Et puis, en fait, il va on va voir un petit peu ce qui va lui arriver. Je ne raconte pas l'histoire. Moi, je vais tout de suite dire pourquoi j'ai trouvé ça quand même pas mal. Alors, pourquoi j'ai bien aimé, d'abord la première raison pour laquelle je trouve ça génial, c'est l'idée que ça aborde quand même un problème qui n'est pas forcément toujours abordé, qui est le problème des suicides dans la société japonaise. On le sait que c'est un vrai problème de société, il y a beaucoup de suicides au Japon. Je sais pas, je vais pas vérifier les stats, mais je pense que c'est un des pays en tout cas qui a un des plus forts taux de suicide au monde.
C'est pas un hasard. Donc c'est bien de l'aborder. Et puis, ça pose aussi une véritable question, c'est la valeur de la vie et aussi par rapport à vous, si vous aviez une seconde chance, comment vous vous comporteriez si vous aviez une seconde chance face au suicide. Et donc ça vous met en face un petit peu, ça met en face en tout cas les gens en face de leurs responsabilités. Et donc on a des personnages qui vivent une aventure très intense entre le côté psychologique et le côté aventure, parce qu'en fait ça se passe aussi sur une île déserte, donc il faut aussi qu'ils survivent. Mais en fait c'est ça que j'aime bien, c'est vous avez tenté de mettre fin à vos jours. Est-ce que vous avez vraiment tenté finalement de vous dire je vais survivre ou pas, ou j'en ai rien à faire, je me laisse mourir? Et là on va s'apercevoir qu'il y a des groupes qui se forment, des tendances qui se créent, ceux qui disent bon, faut qu'on s'organise pour survivre, ceux qui disent non c'est pas grave, moi je vais me jeter du haut de la falaise. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont des mentalités complètement différentes. Et moi j'ai pas mal accroché. En tout cas, ça c'est ce que je mettrais pour les plus. Par contre, pour les moins, le dessin, je le trouve un petit peu léger, quoi. Je trouvais c'était pas sans sas. Je vais montrer quelques images pendant que tu me donneras ton avis, mais c'est vrai que c'est pas pour moi. Le dessin m'a pas. Tu vois, moi c'est le côté positif du truc. On a le droit de pas être d'accord. Moi, je vais montrer quelques images quand même. Tiens. Alors, vas-y, parce que moi j'ai terminé, hein, si tu veux donner ton avis. Alors non, moi je suis pas spécialement d'accord avec toi parce que c'est vrai que j'aime bien moi lire des mangas qui abordent les problèmes de la société, et en lisant ce manga en fait en premier lieu j'ai pas vu vraiment qu'il voulait parler du suicide, et enfin je pense que ils ont utilisé le suicide parce que c'est quelque chose de dramatique, mais ils l'ont utilisé dans le sens horreur, tu vois ce que je veux dire. Ils en ont pas parlé du côté problème de la vie, pourquoi les gens sont amenés à se suicider au Japon, ou, tu vois, c'est vraiment à mon avis pour faire de l'horreur. Moi j'ai perçu ça comme ça en lisant ce manga. En plus je le trouve assez trash. Oui. D'accord, enfin les gens qui se suicident en général, c'est vraiment un problème profond qu'ils ont en eux. Et ils pensent à tout sauf à violer une nana, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est surréaliste, je trouve. Non, je trouve pas ça surréaliste, parce que tu dis qu'effectivement c'est assez trash. Moi ça m'a choqué cette scène. Mais la scène du viol, ok, on va en parler, la scène du viol, mais moi je trouve qu'en fait c'est assez réaliste dans le sens où les mecs c'est une île sans foi ni loi, quoi. Bah ouais. Il y a des mecs qui disent bah voilà, autant en profiter, ils ont une nana, ils la violent. Il y a des mecs qui ont l'esprit violeur en eux et ils craquent. Mais en plus, c'est des mecs psychologiquement qui sont quand même assez instables. Donc forcément, quand ils s'attaquent à la fille, en toute liberté. Dans ce cas, on dit pas que ce manga, il est là pour parler du suicide et de ce problème social, quoi. Je dis pas qu'il est là pour aborder le problème du suicide, mais je trouve qu'il parle du suicide. C'est intéressant quand même. Il parle du suicide d'une façon assez après l'histoire ne tourne pas autour vulgaire, quoi. Enfin, j'ai trouvé plein de vulgarité. J'ai trouvé que c'était pas forcément réaliste par rapport au mal-être que les dépressifs ou les gens ont en eux quand ils décident d'arriver à ce stade-là, quoi. Parce que le thème, alors il est parti de l'idée du suicide, mais après c'est une autre histoire, on est bien d'accord. Oui, ça parle pas du suicide, on est bien d'accord. Ça part de ce phénomène-là, mais après ça raconte une histoire de gens qui ont tenté de se suicider et qui ont raté. Mais ce que je veux dire, au départ, ce que j'aime bien, c'est quand même l'idée de partir de ce postulat-là du suicide, qui pose problème au Japon, c'est vrai. C'est juste, c'était une remarque peut-être maladroite, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais, et l'auteur d'ailleurs dit aussi que lui il avait frôlé la mort, ça lui est arrivé, et il a dit j'ai réalisé que la vie était limitée dans le temps, et du coup c'est pour ça qu'il a fait ce manga. C'est pour montrer l'importance de la vie. Dis donc, en violant des nanas et en se jetant par-dessus une falaise. Mais pas lui. La vache. Mais pas lui, mais il a réalisé l'importance de la vie, c'est amusant. C'est une fiction, d'accord? Oui, d'accord. Bon, après je reviens juste sur la réalité de la vie. Dans ce manga, en fait, il y a un truc aussi qui m'a choqué. C'est que un des personnages principaux décide de se suicider, comme tu as dit. Il se rate. Et là, quand il est dans l'île, en fait, il voit, en fait, le seul recours, c'est de se jeter. En gros, il se jette. Ils peuvent se tuer, mais en se jetant. Par-dessus une falaise. Ouais, d'une falaise, d'un toit, enfin, peu importe, quoi. Même si on dit... Alors après, on peut avoir des discours différents sur le suicide, hein, mais il y a une question de facilité, tu vois ce que je veux dire? Parce que, en gros, moi, ce que j'ai compris dans ce manga, c'est si on n'est pas capable de se jeter par-dessus une falaise, si on n'a pas le courage de faire ça, dans ce cas, en gros, ceux qui se droguent, qui prennent des médicaments ou qui s'entaillent les veines, c'est une solution de facilité. Moi, j'ai vu ça comme ça. Et le suicide, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, ça m'a gêné. Mais je suis d'accord. Mais ce que veut dire l'auteur, c'est qu'en fait, les gens,
Il n'y a pas de solution de facilité. Il n'y a pas de solution de facilité. Quoi. Mais en gros, la société est dégueulasse dans le livre. Hein. Oui. La société est dégueulasse, elle dit aux gens, ah, t'as voulu mettre fin à tes genres, bah maintenant vas-y franchement, on va te donner l'occasion, fais pas semblant. C'est un petit peu dégueulasse, c'est une mentalité. Ouais, surtout que le suicide en général c'est un appel au secours. C'est un appel au secours. Bon bref, voilà non mais je suis d'accord, bon, débat en tout cas. Tu le recommandes ou pas finalement? Non. Non, moi aussi, pour la curiosité au moins, regardez-le. On passe à Conductor? Allez, c'est parti. Hein, vas-y. Donc Conductor, qui est un manga qui est sorti le 10 novembre chez Kiun. Donc pareil, hein, Kiun c'est toujours dans le même état d'esprit, c'est beaucoup du fantastique et du thriller. Donc bah là on est en plein dedans encore une fois. C'est un manga en fait qui a été dessiné par Nokiya et scénarisé par, alors j'ai du mal avec les noms japonais, Kaminaga Manabu. Manabu. Voilà. D'accord. Désolée. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est flûtiste et qui en fait elle fait toujours le même cauchemar. Toutes les nuits, elle se réveille en crise d'angoisse, toujours avec le même cauchemar. Et elle décide en fait d'aller voir un psychologue pour éclaircir justement son cauchemar. Et aussi elle a une partie de sa vie qui est floue. Elle sait plus trop ce qui s'est passé à une période, donc elle décide aussi de faire une thérapie pour savoir ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Et peu de temps après, Attends, elle s'aperçoit... je calme le Jean-Bernard là, parce qu'il est pénible. Elle s'aperçoit que son voisin de palier, en fait, il a été tué par un serial killer. D'une façon un peu... Ah ouais, bien glauque. Hein. Bien glauque. Ouais. Et un matin, elle se réveille, en fait, il y a marqué un truc sur son miroir avec du... Comment ça s'appelle? Avec du rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Et je crois que c'est une menace, souviens-toi, enfin voilà. Et en fait, elle s'aperçoit que sur ses mains, elle a du rouge à lèvres. Donc elle se dit, mince, c'est moi. Donc on ne sait pas si elle est schizophrène, on ne sait pas si c'est un coup monté, on ne sait pas si le meurtre est lié à son passé. Donc voilà, il y a beaucoup de suspense. Il y a une enquête policière qui est bien menée, que j'aime bien, quoi. Le seul point négatif que j'ai à ce manga, en fait, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Au début, c'est bon, on sait pas trop où on va. Bon, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est vraiment vers le milieu du livre où on s'aperçoit que ça peut être un très bon manga. Attends, excuse-moi, je te coupe. C'est une série finie ou il y en a combien actuellement? Il y en a 4 tomes. 4 tomes, d'accord. Au Japon ou au Japon, oui, parce que nous, on est en premier. Oui. C'est 4 tomes finis, donc. Ok, donc c'est une série courte. En même temps, c'est normal parce que je vois pas ça non plus. Très long, mais ouais voilà, donc c'est un bon thriller. Un bon thriller. Un bon thriller, le dessin est pas mal. Ouais, tu veux que je donne mon avis ou tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon, vas-y, donne ton avis. Moi je trouve aussi que c'est un bon thriller psychologique, c'est un des derniers thrillers psychologiques que j'ai lu, enfin dans les derniers que j'ai lu, c'est un des meilleurs. Le scénario, comme tu dis, vachement bien mené, on a une bonne narration, moi j'aime bien. Ce que j'aime aussi, c'est l'esprit serial killer. On va retrouver un peu, je peux le raconter, c'est pas trop grave, mais un petit peu l'esprit Seven. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vu Seven, quand ils vont retrouver le gars qui est mort de la paresse, c'est un mec qui est en fait mort, qui a été attaché et nourri pendant 3 ans. Enfin, il est quasiment momifié, le pauvre type. Mais là, c'est pareil, ils vont retrouver un corps qui a au moins, la personne est morte depuis 2-3 ans en fait, et il est en position assise et tout. C'est hyper glauque avec la tête coupée. Enfin, c'est un truc hyper étrange, corps dur à identifier. Donc, on a l'esprit serial killer. On a aussi, ce que tu n'as pas dit forcément, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont, au départ, on ne sait pas trop les liens qu'il y a les uns entre les autres. On sait que c'est la flûtiste, c'est le personnage principal, bien sûr. Mais autour, on a le psychologue, on a le flic, on a d'autres personnes qui arrivent à se greffer autour de cette intrigue principale que sont les meurtres et ces rêves un petit peu bizarres. Et c'est vraiment très mystérieux, très étrange, et on a envie vraiment d'en savoir plus. Donc ça fait partie de ces mangas que j'aime bien, parce que quand j'ai fini le tome 1, je me dis... Qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'ai vraiment envie de connaître la suite. C'est le principe du thriller. Voilà, donc bien mené. C'est en ça qu'il a réussi son défi. Un petit détail que j'aime bien aussi, c'est le côté pensée des personnages dans les dialogues. J'aime bien parce que c'est une réalité aussi quand on discute des fois avec des personnes. Des fois dans la tête, on peut penser à autre chose. Enfin, comment dire? On peut avoir d'autres pensées. Au moment du dialogue, dans les blancs des dialogues, des fois on pense à beaucoup de choses. Et ça, j'aime bien, c'est bien retranscrit dans ce bouquin. C'est-à-dire que des fois, il se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire et tout, il réfléchit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas clair. Non, j'ai pas... Enfin si, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas vu ça. Non, mais moi j'ai bien aimé ça en fait. J'aime bien ces mangas où justement les blancs dans les discussions sont souvent meublés par nos pensées. Mais dans la réalité aussi. Oui, non, mais c'est bien. Oui, et ça, c'est bien retranscrit. Et là, en plus, comme il y a un côté psychologique et les mecs, ils analysent les réactions des autres, c'est hyper intéressant. Voilà. Ok. Oui. Bon, ben on a fini pour l'actu. Voilà. Bon, on va passer à la seconde rubrique. Tu la lances? On la lance. Allez, c'est parti de la rubrique
Zoom. Dans le Zoom maintenant, on va parler de Kendo. On a eu la chance. Le club de Pessac, donc dans la banlieue de Bordeaux, nous a accueillis à bras ouverts et on est très content de les avoir rencontrés. On a pu participer à un cours. Alors dommage, j'ai pas pu m'habiller puis taper sur ses jambes. Enfin, j'avais un petit peu pitié d'eux. Enfin, je me suis dit, on est pauvres. Si je m'y mets, je vais leur faire mal. Donc, Non mais attends, moi je t'aurais bien vu au saut de mouton, tu vois. Avec un peu de recul, j'ai un regret, c'est de pas t'avoir vu faire du saut de mouton. Que le saut de mouton? Ouais. T'aurais pas voulu me voir avec un sabre? Non, même pas. Le saut de mouton, moi, en fait, je me couvre de ridicule, mais non, je ne suis pas couvert de ridicule. En tout cas, on va vous montrer donc ce magnifique reportage avec une interview super intéressante qui va vous faire découvrir un peu plus, sur le kendo. Je remercie d'ailleurs au fait Cédric Mercé, alias Geekness, qui a été notre caméraman pendant tout le reportage. Et bien donc, on vous laisse avec le reportage. Bon, alors dans ce spécial Kendo de Gaijin TV, on a assisté à un magnifique entraînement en fait, de Kendo. Et bien je vais déjà demander à mon invité de ce soir de se présenter. Donc, qui es-tu? Donc, bonsoir, moi je m'appelle Renaud Fontaine, je suis un des pratiquants du club de Kendo de Pessac. Le club de Kendo de Pessac qui existe depuis déjà 17 ans et qui a une plutôt bonne réputation dans le monde du kendo. Oui, d'ailleurs, je crois savoir que vous avez quand même quelques titrés là-dedans. Et oui, on a quelques titrés puisque on a dans le club plusieurs anciens champions ou actuels champions d'Europe, champions de France. Notre sensei qui a son fils qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais qui est ancien capitaine de l'équipe de France. Et donc des gens qui ont des palmarès tout à fait respectables et honorables. Et d'ailleurs les deux combattants qu'on verra tout à l'heure en fait sont deux champions. Alors ce sont deux frères en fait, Guillaume et Thibaut Montlezin. Le premier, le plus âgé, donc Guillaume, qui a été 2 fois champion d'Europe, et son jeune frère Thibaut, qui est l'actuel champion d'Europe. Et tous les deux étant dans l'équipe de France de Kendo. Alors restez pour le combat, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors en fait, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. D'abord, en fait, on va parler du Kendo. Oui. Est-ce que tu pourrais rappeler, pour ceux qui ne savent pas, le sens du mot, et aussi, la signification du mot Kendo, et aussi exactement sa signification, d'où vient le Kendo, les origines? Alors, le kendo, en fait, c'est un sport d'origine japonaise, comme on peut s'en douter. En fait, le kendo, c'est un sport qui est né il y a à peu près un siècle. En fait, à l'ère Meiji, quand l'empereur a aboli la caste des samouraïs au Japon, donc les samouraïs ont perdu le droit de porter le sabre et ils ont perdu, ou ils ont commencé à perdre en tout cas toute une partie de leur technique de combat. Et il y a un certain nombre d'entre eux qui se sont dit il ne faut pas perdre cet acquis qui vient de notre passé. Il faudrait pouvoir inventer un moyen de conserver les acquis techniques. Et petit à petit est née l'idée du sport kendo, qui en fait est la continuité du combat au sabre ancien, sauf que on a changé, et voilà, on pratique avec des armes non létales, avec de l'équipement que l'on verra tout à l'heure, et qui nous permet de reproduire les techniques de combat du samouraï sans en avoir tous les dangers. C'est sûr. Et dis-moi, alors comment en fait traditionnellement, comment se déroule un entraînement? Alors là, on était peut-être à un entraînement spécial, mais est-ce que c'est toujours comme ça? C'est quoi les étapes d'un entraînement classique? Alors, les étapes d'un entraînement classique, une séance d'entraînement à peu près 2 heures. On commence par s'échauffer bien évidemment. Le but est que le corps soit suffisamment bien chaud, souple, pour ne pas s'abîmer soi-même lors de l'entraînement. Ensuite, il y a toute une partie technique où l'on s'entraîne entre le pratiquant et le motodachi qui est celui qui aide à pratiquer les gestes techniques. Donc ça se pratique toujours à 2, l'un en face de l'autre. Donc toute une partie technique où on révise, où on apprend les gestes, les frappes, les coups, comment les porter, comment les réaliser. Et dans un esprit où on cherche l'excellence du geste. Et quand cette partie technique est terminée, on passe sur une partie d'entraînement qui est plus proche des conditions de combat, donc comme dans un combat normal ou dans un tournoi,
où là, on va s'affronter véritablement en essayant de mettre en pratique les éléments techniques que nous avons vus. Et tout au long de l'année, les éléments techniques se complexifient de plus en plus pour à la fin de l'année arriver à avoir vu l'ensemble des techniques et pratiquer les techniques les plus complexes. Alors bien évidemment, on n'acquiert pas en un an, il faut de nombreuses années de pratique et comme beaucoup de sports de combat, c'est la régularité et la durée de la pratique qui permet aux combattants d'évoluer vers des niveaux supérieurs. Les grades. Les grades. Alors on parlera des grades tout à l'heure. Mais alors il y a un truc, nous avec Mag là, qui nous a vraiment impressionné. Oui. On ne s'attendait pas du tout à ça. C'est l'importance du cri, du kiai. Alors est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer? C'est permanent, hein. Franchement oui, c'est un brouhaha, c'est un bazar, ils n'arrêtent pas de crier. Mais surtout c'est vraiment très impressionnant. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors en fait, l'essence du kendo, c'est ce qu'on appelle le kick and tie. Le kick and tie. Alors, le kick and tie, c'est très important. Lorsque l'on fait une frappe au kendo, donc on essaye de toucher l'adversaire en un point précis. Pour marquer des points, on doit toucher l'adversaire sur le casque, sur les poignets, au ventre, où il y a un coup d'estoc à la gorge. D'accord. Normalement, un point n'est validé que si on arrive à atteindre le kick and tie, qui est la synchronisation entre le coup porté, le pied, hein, on a vu, on verra dans l'entraînement l'importance du frappé de pied au moment où le coup arrive, et le kiai en même temps. Quand on arrive à avoir les trois en même temps, le kick and tie, à ce moment-là, on a bien réalisé sa frappe, l'adversaire est touché, on marque un point. D'accord. Et donc là, on valide le point uniquement si ce coup est... Que si on a le kick and tie complet. Et bien évidemment, le kendo, c'est le sport d'engagement, donc on frappe l'adversaire et on passe à travers l'adversaire. On verra tout à l'heure dans les combats que les gens se croisent, se frappent, se croisent, se retournent et reviennent l'un vers l'autre. Puisqu'on passe à travers son adversaire, la force mentale et la force physique nous font passer littéralement au travers de l'adversaire. Alors, comme on ne peut pas, hein, on se frôle techniquement, mais c'est pour bien marquer que je suis passé, j'ai gagné, j'ai prévalu sur mon adversaire, je suis passé. Ouais, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'avait impressionné. Enfin, quand je voyais des démonstrations de kendo à la télé, je ne comprenais pas cette idée de continuer. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de traverser, voilà. en fait, c'est ça. Hein, je traverse mon adversaire pour maîtriser mon adversaire. D'accord. Et je me repositionne tout de suite pour le réaffronter. Alors en général, un combat, justement, ça dure à peu près combien de temps? Alors, est-ce que c'est qu'au point et ça s'arrête tout de suite, ou est-ce qu'il y a une durée limitée? Alors, un combat dans le cadre d'un tournoi, c'est au point. Le premier qui marque le point, le combat s'arrête. Alors on peut avoir des combats en un point ou en 2 points. Généralement les combats sont assez courts. 2 combattants de même niveau qui s'affrontent. On arrive sur des combats qui sont de l'ordre de 2-3 minutes maximum avant que le point soit marqué. Des combattants avec des différences de niveau un peu plus élevées, des combats, on a de tout entre quelques secondes jusqu'à une petite minute. C'est très intense comme engagement et de toute façon au bout de quelques minutes, nous-mêmes on le sent, hein, c'est le souffle 3 minutes à fond comme ça. 3 minutes à fond, c'est très intense. Il faut y arriver à le faire déjà, c'est sûr. Tiens, on en parlait tout à l'heure, on parlait des grades et des titres. Moi ça m'intéresse un petit peu savoir comment, quels sont les grades. Alors différents... déjà, on le voit, hein, voilà, il n'y a aucune distinction de grade sur les tenues. Donc les gens n'affichent pas leur grade. On est dans un esprit où on s'entraide mutuellement. C'est l'esprit du kendo, c'est l'entraide. Je ne peux progresser que parce que j'ai en face de moi un motodachi qui m'aide en me tirant vers le haut. Et lorsque moi-même je fais motodachi, je tire mon partenaire pour l'excellence de sa pratique. Le motodachi, c'est quoi? Le motodachi, c'est celui qui permet à celui qui s'entraîne d'améliorer ses techniques de coup. Donc aucune marque physique extérieure. Après il y a 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les Yudansha, les gens qui ont atteint le niveau de ceinture noire et dans lequel il y a 8 catégories, donc ceinture noire 1er dan, 2e dan jusqu'à 8e dan. Il y a existé dans le passé des 9e dan, mais il n'en existe plus. C'était des grands maîtres japonais qui sont décédés maintenant, qui avaient connu la guerre. Et les maîtres japonais qui ont succédé ont dit « nous n'avons pas connu les rigueurs de la guerre, donc nous ne pouvons pas prétendre à aller au-delà d'un certain niveau que des gens qui ont connu la guerre ont pu maîtriser ». Donc on s'arrête au 8e dan, dans la catégorie Yudansha. Et après, avant, il y a une catégorie qu'on appelle les Kyusha, qui sont des gens en apprentissage. Et là, on compte en numérotation inverse, on part au tout début au 6e, Kyusha 6e niveau, et on monte 6, 5, 4, 3, 2, 1.
et quand on atteint le premier rang de Kyusha, on est prêt, on se prépare à rentrer dans la catégorie Yudansha, rentrer à la première dan. D'accord, ok. Et justement, tiens, une question aussi, c'est vrai que là je fais une petite parenthèse, mais je reviens un peu sur les origines du kendo. On sait que par exemple pour le judo, il y a le fondateur Jigoro Kano. Est-ce qu'il y a un fondateur au kendo ou est-ce que c'est un groupe? Est-ce qu'il y a un ensemble de personnes qui l'ont fondé? Est-ce qu'il y a vraiment une personne référence? Je sais qu'il y a un monsieur qui a particulièrement été clé sur le processus de création du kendo. Je dois admettre que le nom m'échappe un petit peu. Bon, si vous le savez, mais après, oui, voilà, s'ils le savent, ils nous le disent. Parce que je ne sais pas. J'irai chercher sur Internet. On ira chercher en fait. Alors, autre chose sur, est-ce que, comme dans d'autres arts martiaux, il existe, parce que là on a vu beaucoup de combats, est-ce qu'il existe des katas? Vraiment des combats à vide? Alors, il existe des katas, en fait, qui sont pratiqués non pas avec le shinai comme on va voir dans les combats et dans l'entraînement, mais qui sont pratiqués avec une réplique du sabre en bois, qu'on appelle le bokken, et qui nous permet de reproduire les gestes techniques. Donc là, on est vraiment dans des chorégraphies, c'est le kata d'art martial, comme dans les autres disciplines d'arts martiaux. Donc on est vraiment là dans une technique où on reproduit des gestes dans une séquence extrêmement précise, extrêmement codifiée, et qui permet de revoir ou de ne pas perdre les éléments techniques d'origine du combat au sabre. Okay. Il n'y a pas de championnat du monde par contre de kata, si? Alors, il y a les championnats du monde, je suppose, de combat. Il y a des championnats du monde de kendo, où là on s'affronte en combat. Mais le kata est surtout fondamental pour passer les grades. Pour apprendre, d'accord. C'est-à-dire que jusqu'à Kyusha premier niveau, on ne nous demande pas de pratiquer le kata. Par contre, à partir des grades de ceinture noire, on doit démontrer la maîtrise des katas. Par exemple, pour être premier dan, il faut maîtriser les katas 1, 2 et 3. Et puis après, plus on monte de niveau, plus on apprend de kata. Il y a 8 katas au total à maîtriser pour pouvoir monter dans les grades les plus élevés. Très bien, merci pour le renseignement, c'est vrai que là je voulais savoir. Tiens, alors maintenant on va parler, ça va intéresser pas mal de monde, je sais. L'équipement, tiens, alors juste devant nous, est-ce que tu vas arriver à montrer cet équipement? On va le prendre, on va le montrer. Je vais me laisser montrer un par un. Donc l'équipement d'abord, c'est l'équipement d'abord, voilà, l'élément clé du combat dans le kendo, c'est le shinai. Le shinai, c'est à peu près en longueur la reproduction d'un katana, qu'il est censé figurer. Il est constitué de lattes en bambou, souple, ça se plie, c'est très souple, justement pour éviter de faire mal à nos partenaires lorsqu'on pratique. La poignée, la garde. Il y a une espèce de fil jaune qui en fait, ce fil jaune, ça raconte, en fait. il permet de visualiser le haut du sabre et donc par opposition le tranchant et de l'autre côté. Donc on a toujours ce repère visuel face à nous qui nous permet de vérifier que la tenue du shinai est bonne en combat. Voilà. Donc le shinai, ça pèse environ 500 grammes, un shinai. Ça va. C'est très léger quand même. C'est très léger, c'est très souple. Ça fait un joli ploc quand on tape. Et il y a différentes tailles, bien évidemment, pour les pratiquants plus jeunes, puisqu'on accepte les pratiquants à partir d'environ 7 ans pour avoir déjà une maîtrise de soi-même suffisante pour entrer dans le combat. Et des versions aussi pour les jeunes adultes encore un peu plus courtes. Alors j'ai vu tout à l'heure, je te demandais, mais justement avec la violence des coups portés quand même, les coups sont, on va pas parler de violence mais d'investissement. Est-ce que les shinai ça dure pas très longtemps, on est obligé de... Alors comme c'est du bambou, effectivement ça s'use, en particulier les parties sur lesquelles on frappe, avec lesquelles on frappe l'adversaire. Je dirais qu'un pratiquant qui s'entraîne régulièrement avec des coups portés avec une force normale use 1 à 2 shinai par an suivant suivant les conditions. Donc, alors, tous les ans on en change. Ouais, je me doute. Alors suite de l'équipement. Suite de l'équipement. On va parler peut-être de ce que tu as sur toi déjà. Le hakama, le pantalon. Donc le pantalon qui est suffisamment ample. En fait, le but du pantalon, qu'on appelle le hakama, c'est de camoufler les mouvements de jambes, de déplacement. On l'aïkido, exactement. Donc il est ample, il est bien au ras du sol. Alors il faut faire attention que ce ne soit pas trop au ras du sol parce que sinon on s'attrape les pieds dedans et on tombe. Mais le but c'est de bien cacher les mouvements de pied puisque le kendo, à un moment on se prépare et on lance une attaque. Donc en fait on a des pieds qui nous propulsent dans le combat. Il ne faut pas que l'adversaire sente le moment où la jambe entre en tension pour partir.
Et la jambe de propulsion, faites juste une parenthèse, c'est toujours la jambe gauche, c'est ça? Toujours la jambe gauche. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc toujours la jambe gauche. Toujours la jambe gauche derrière, une en bonne fait. position, la jambe gauche, on appuie derrière, on se prépare, et à un moment, on propulse. c'est le pied droit, qui se propulse, voilà, qui va taper. La veste, le gi ou gecko-gi, c'est voilà, standard, une veste standard. Le taré, donc, qui est une espèce de jupette à lamelles de protection qui vient couvrir les hanches et protéger le devant. Donc toujours la même forme, 5 lamelles qui se superposent avec ici voilà, le nom du club et du combattant que l'on rencontre, pour pouvoir toujours identifier son adversaire, puisque une fois qu'on porte le casque, on verra, c'est très difficile de savoir, de reconnaître, surtout quand on ne connaît pas bien les gens. Voilà. La protection ventrale, donc le dos. Le dos, le dos qui, voilà, qui n'a rien à voir avec le dos. Qui n'a rien à voir avec le dos. Qui vient protéger donc l'ensemble du ventre, qui se tient avec 2 lanières croisées dans le dos. Voilà, on peut voir 2 lanières croisées dans le dos. Voilà. Voilà. Ensuite, pour se protéger les poignets, donc les côtés, donc que l'on porte de chaque côté, justement, c'est le cas de le dire, donc qui est fait, voilà, une coque semi-rigide qui protège l'avant-bras, un rembourrage qui protège la main, donc, et qui permet surtout aussi de recevoir le coup, puisqu'on l'a vu dans les attaques, on peut attaquer, et on verra dans l'entraînement, attaque sur le casque, le mène, attaque de côté, donc c'est cette partie-là que l'adversaire doit toucher. Et on doit l'annoncer ça aussi quand on tape? Pas forcément. On le verra dans les combats. D'accord. Lorsque on porte une attaque, le cri, le kiai qui est poussé, correspond à la partie visée chez l'adversaire, chez le partenaire. Donc, mène pour la tête, côté pour les poignets, dos pour toutes les attaques de ventre. D'accord, ok. Tsuki pour l'attaque au cou. Voilà. Très bien. Alors ensuite, dernière partie de l'équipement. Peut-être une des plus connues. Peut-être une des plus connues. Voilà. Hop, ça j'enlève. Le men, donc le casque, le fameux casque de kendo que tout le monde connaît. Bien sûr. Composé, voilà, de la fameuse grille. Tu vois bien aussi. À travers, alors, qui permet de protéger le visage. Alors, il y a une petite chose à noter, c'est que l'espacement entre les grilles qui sont au niveau des yeux est un tout petit peu supérieur à l'écartement ailleurs pour permettre d'avoir une meilleure vision. Quand on a le men sur la tête, on entend moins bien puisque les oreilles sont assez comprimées et voilà, on voit bien qu'il y a un petit espacement supplémentaire. On voit que c'est un peu plus, un peu plus grand. Voilà. Exact. Donc, coucou. On va qu'on le mette sur la caméra, tu sais, pour... Voilà. Donc, et la protection devant, ici, pour recevoir l'attaque de Tsuki, sans se faire mal et sans écraser la pomme d'Adam du partenaire. Ce qui est quand même relativement embêtant. Voilà, on a envie que les gens continuent à jouer avec nous longtemps, il ne faut pas les embêter et les abîmer trop vite. On va pas les tuer tout de suite quand même, on va faire gaffe. Voilà. Bien, alors, dans les dernières questions que j'aimerais te poser, c'est par rapport à l'âge en fait. Est-ce que tu considères qu'il y a un âge minimum pour commencer, Alors, l'âge minimum, on dit généralement 7 ans. Chez les Japonais, on sait que les très jeunes Japonais peuvent commencer à pratiquer, même encore plus jeunes, dès 4-5 ans. Ils peuvent rentrer dans les clubs de kendo. Nous, on accepte à partir de 7 ans minimum. Il faut déjà avoir une bonne coordination pour maîtriser les gestes techniques de base et commencer à rentrer dans un entraînement qui permet de développer un peu de technique. Donc, il faut déjà bien maîtriser. C'est très souvent d'ailleurs le niveau dans lequel les clubs d'escrime classiques traditionnels recrutent également. C'est rare qu'on prenne avant 7 ans. Après, il n'y a pas d'âge pour rentrer dans le kendo. Moi-même, j'ai commencé à 40 ans. Donc, comme quoi, on peut rentrer à n'importe quel âge et très bien survivre, puisque maintenant, ça fait encore 3 ans que je suis là. Enfin, ça fait déjà 3 ans que je suis là et j'ai bien l'intention de continuer longtemps encore. Et on peut pratiquer jusqu'à très très vieux, puisque les maîtres, les grands maîtres sont souvent des gens qui atteignent 60-70 ans et continuent à pratiquer et compensent grâce à la technique ce que le physique ne leur permet plus de réaliser.
Comme très souvent. Comme très souvent Voilà. dans les arts martiaux, c'est sûr. Dernière question, avant qu'on voit, en fait, juste après, on va voir un combat un petit peu que tu vas commenter. Avant de voir ce combat, j'aimerais que tu dises, en fait, pour conclure, pourquoi tu conseillerais aux gens, aux personnes de pratiquer le kendo. Qu'est-ce que le kendo peut apporter dans la vie de positif, en fait? Le kendo, on peut le percevoir sous différents angles. Bon, d'abord, c'est un sport, donc c'est bon pour le corps de pratiquer du sport. Alors, comme tous les sports de combat, c'est un engagement physique très intensif qu'on apparente plus peut-être à une course de 100 mètres ou à Oui, c'est très intense du quand même. squash. Donc c'est très intense. Donc c'est pas un sport qui permet de développer de l'endurance sur le long terme, mais par contre qui est bon pour les réflexes, la vitesse, pour tenir le choc. Mais surtout, ce qui est fondamental, c'est l'engagement. Hein. C'est un sport de combat, on l'a dit, et le sport de combat, c'est la rencontre entre deux volontés qui veulent chacune prévaloir l'un sur l'autre. Donc c'est l'engagement, celui qui s'engage le plus, au-delà des aspects techniques et de la maîtrise du geste dans le combat, c'est l'engagement dans le combat. Donc c'est très très bon pour développer la force de la volonté, la force mentale, la capacité à persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Donc c'est très très bon mentalement pour tous les pratiquants. Ça permet donc après d'obtenir peut-être une meilleure assurance de soi, une bonne volonté d'avancer et de toujours se relever. Et même quand on prend un mauvais coup, on se relève, on repart et on se dit que la prochaine fois, on marquera le point. Ouais, donc en gros, un truc positif finalement pour les gens qui manquent de confiance en eux, peut-être que ça peut les pousser à avoir meilleure confiance en eux. Tout à fait. Ok, tout à fait. Je pense que c'est une super conclusion. Donc on va regarder maintenant une scène, un combat que tu vas commenter. Et puis je te dis au revoir tout de suite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et la prochaine fois, vous viendrez pratiquer avec nous. La prochaine fois, je viendrai taper. Tous s'amuser ensemble. Le caméraman aussi voudrait taper. Le caméraman aussi, d'accord. Allez, au revoir. Merci. Le salut, pour commencer, donc les deux combattants se saluent, et là, ils s'engagent. Donc là, ils cherchent l'ouverture, ils viennent faire une attaque qui s'appelle Tsuki, attaque percée à la gorge. Donc là, ils prennent la mesure l'un de l'autre. Le mouvement, c'est pour savoir, voilà, comment il est prêt, et quand ils se sentent prêts, ils rentrent dans les attaques. Là, ils ont essayé, double main, donc frapper à la tête. Voilà. Pourquoi ils continuent après? Pourquoi ils continuent? Parce que on passe avec l'épée, on traverse l'adversaire. Le coup est porté, mais la force de l'engagement fait qu'on traverse l'adversaire. D'accord. Donc là, à nouveau, double main, il s'attaque à la tête. Alors là, on est dans un combat libre, normalement il y a des points. Combat libre, oui. Là, il n'y a pas vraiment de points. Alors là, on a vu une attaque sur le ventre, donc on appelle l'attaque de dos. On frappe la cuirasse qui protège le ventre. C'est pour éviscérer l'adversaire. D'accord. Alors il y a d'autres attaques, là. Je sais pas. On a vu Tsuki-do. On a vu Tsuki-do, on a vu Men, donc sur la tête. On en a vu une qui est passée rapidement tout à l'heure, c'est l'attaque de poignet, on appelle l'attaque côté. Là, on vient de la voir. Une belle attaque. Une belle attaque, donc on vient sectionner l'avant-bras de l'adversaire pour l'obliger à lâcher son arme. Voilà. Le kia est très important, hein. On focalise l'énergie, on focus l'énergie pour entrer dans le coup. Et le cri, voilà, continue pour porter quand on traverse l'adversaire. Voilà, attaque multiple, donc dévier le sabre de l'adversaire, attaque de côté, attaque de main. Voilà. Alors tu m'as parlé du kick and tie aussi, tu peux l'expliquer? Là, on va juste regarder ça une seconde. Donc là, ils attaquent un feu. Donc là, ils se lancent. Un défi qui est autant physique que technique. Et l'engagement est complet pendant quelques secondes. C'est très très intense. Et ça demande une force physique énorme. Voilà, ils se saluent et c'est terminé. Ouais. Bien, encore merci pour ce super moment passé dans ce club. On espère vous revoir très très bientôt. On reviendra vous voir avec grand plaisir. Et en fait, avant de nous laisser, maintenant il n'y a pas de troisième rubrique, on va passer en fait à Magali qui va nous présenter sa sélection de Noël. Alors, tu veux pas le mettre pour mettre les idées cadeaux? Allez, vas-y. Quelles sont tes idées cadeaux? Voilà. Le petit lutin, vas-y. Ne te moque pas de moi. Donc, mes idées cadeaux pour Noël. Tes idées cadeaux, que conseilles-tu aux gens? Si vous n'avez pas d'idées, comme toi par exemple. Ah si, moi c'est le bon d'achat, je t'ai déjà promis 5 euros. Ouais, c'est ça. Bon. Donc il y a plusieurs choses sympas à offrir autour de vous. Je vais commencer par les enfants, parce que Noël c'est avant tout une fête pour les enfants, pas pour les adultes. Oui.
Ok, Si, un peu. si. Pour les enfants, donc on peut retrouver le DVD d'Arietti qui est sorti. Et alors moi je conseillerais plus, alors, il y a le DVD d'Arietti pour les fans d'Arietti exclusivement, mais ils font aussi en période de Noël des coffrets Miyazaki avec plusieurs DVD dedans, édition limitée. Par exemple, là j'ai vu sur internet qu'on peut acheter le coffret avec Arietti plus Ponyo Totoro dans une édition limitée. Et ça vaut cher l'édition? Il faut compter 40 €. Mais 40 moi, je € trouve le pas 3, ça cher. c'est sympa. Mais c'est pas Blu-ray, c'est DVD. Ouais, mais c'est sympa. Après, il y a le Blu-ray d'Arietti pour ceux qui sont vraiment fans. Il y a aussi des DVD Hello Kitty qui sont pas mal. J'ai vu avec des coffrets en fait. Vous avez le petit sac à main Hello Kitty avec le DVD Hello Kitty ou voilà. Donc pour les petites filles, c'est sympa. T'es pas assez traumatisé toi avec ta fille avec Hello Kitty, non? On Bah, entend toute la journée. Non, donc, mais en ce moment, elle est dans Stargate, je te rappelle. Ouais, notre fille est passée de Hello Kitty à Stargate. À Voilà. 3 ans, c'est pas mal. Et particulièrement, voilà, un livre toujours dans l'esprit de la princesse du fantastique. C'est un album qui est sorti chez Nobi Nobi qui s'appelle Kaguya Princesse au clair de lune. Donc c'est un livre que je conseillerais aux petites filles à partir de 6 ans. C'est vrai que la dernière fois, je montre des images parce que c'est vraiment très beau. C'est vrai que la dernière fois, on avait présenté de Shiro de l'édition de Nobi Nobi. Je l'avais conseillé pour les plus jeunes, mais là c'est vraiment à partir de 6 ans. C'est assez compliqué. Il y a un vocabulaire assez... Ouais, c'est plus 6 ans. Ouais, c'est plus 6 ans, voilà. Alors que Shiro, on pouvait le donner aux petites filles de 3 ans, elles comprenaient. Là, ma fille, elle a eu du mal à rentrer dedans alors qu'elle a que 3 ans. Mais par contre, pour les petites filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est vraiment très bien. Ouais. C'est l'histoire, en fait, d'une princesse. Enfin, à la base, c'est un monsieur qui trouve dans un bambou un tout petit bébé de la taille d'un grain de riz. Et ce tout petit bébé va se transformer en princesse. Une magnifique princesse. En une magnifique princesse. Et en fait, on arrive au moment où la princesse doit se marier, donc elle a 5 prétendants. Seulement, alors, elle leur donne des défis. Celui qui réussit le défi quasi impossible sera sa femme, mais sera son mari. Mais manque de chance, il n'y a aucun homme qui réussit. Donc, il faut aussi qu'elle leur donne des trucs à faire. Oui, elle leur donne des trucs un peu impossibles. Et du coup, elle rencontre un prince après qui... Et justement, elle est tombée amoureuse de lui. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une princesse qui est vraiment très très bien. Ouais. Très bien. En plus, au niveau vocabulaire, il y a pas mal de vocabulaire à acquérir. C'est vraiment génial. Encore une fois, Nobi Nobi font des super trucs. Ah bah ouais. Par contre, au niveau dessin, c'est toujours aussi fidèle. C'est toujours aussi beau. Toujours aussi beau, ouais. Donc voilà pour les enfants. Pour les adultes, moi j'ai trouvé un truc sympa à offrir pour ceux qui sont fans du Japon. C'est aux éditions National Geographic, il y a un super livre qui vaut à peu près 35 €, qui montre des images du Japon magnifiques. Donc pour ceux qui sont fans de photographie et du Japon, je pense que c'est vraiment le cadeau idéal. Ça peut être sympa, ouais. Et pour ceux qui sont fans aussi, les fans de Monster, il y a l'intégrale de luxe à avoir qui est un peu cher. Ça, sur la Fnac, c'est à peu près 15 € les 2 tomes, je crois. Ouais, c'était pas très clair. Ils regroupent 2 tomes, je crois. Voilà, bon, pour ceux qui sont fans de la série. Et pour ceux qui sont riches et qui veulent faire plaisir à leur femme, contrairement à Christophe, je conseillerais une agence de voyage sur Paris spécialisée dans le Japon. Ah, rue Sainte-Anne. Voilà, d'ailleurs on est passé par eux pour le fabuleux voyage à Okinawa, que je conseille parce qu'ils sont vraiment géniaux, quoi. C'est voyage à la carte, donc je mettrai tous leurs coordonnées sur internet. Ou pire pour les Parisiens, c'est rue Sainte-Anne. Vous connaissez quoi. Voilà, dans le quartier japonais où il y a plein de restos japonais. Ouais, mais d'ailleurs c'est vrai que c'est un bon conseil. Et alors pour c'est pas les gens qui forcément cher parce qu'en fait Japon. ils t'organisent le voyage. En fait ils s'occupent de tout. Bon, tu leur payes pas Ils se prennent certainement avec les agences de voyage des commissions, donc on paye pas en plus. Et vraiment ils cherchent le moins cher et le moins cher et le mieux par rapport à ce qu'on veut faire au Japon. Surtout que c'est un pays assez grand, donc en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Ils t'accompagnent bien dans le projet. Ils parlent japonais, c'est que du japonais, donc pour Okinawa, il n'y a pas de problème. C'est bien pratique. Non, c'était vraiment très bien. On peut même prendre les petits billets, tu te rappelles, pour aller au musée de Ghibli. De Ghibli, on peut les prendre directement. C'est complet, il y a vraiment tout dans cette agence, c'est génial. Voilà. Tu veux parler on le fait gagner tout de suite? Alors justement, vu que c'est une fête pour les enfants, Noël, je vais faire gagner donc ce livre-là. Donc il y en a 5. 5 à gagner, c'est 5. Voilà. Non pas 1, mais 5. C'est de la folie. Donc ce sera par tirage au sort, comme la dernière fois. Les 5 tirés au sort, cette fois-ci, il y a 5 chances de gagner. Voilà, donc il y a 5 chances. Donc spécial Noël, merci à Nobi Nobi. Ouais, voilà. Le cadeau spécial Noël voilà, pour les petites filles ou les petits garçons aussi.
Ok, Voilà. bah, super. Donc avant de nous laisser, n'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours faire plaisir aux gens à Noël en leur offrant un t-shirt de la boutique No Watch. Et t'as vu la transition? Enfin, bon, ouais. C'est la classe. La transition. Ah, Ouais, oui, attends, oui, oui. Noël, boutique No Watch. Offrez un t-shirt de la boutique No Watch parce que non seulement vous faites plaisir à votre ami en lui offrant un magnifique t-shirt, mais en plus vous faites plaisir à No Watch. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez bien, ça vaut vraiment le coup. Allez sur la boutique, les coordonnées comme d'habitude s'affichent en bas de l'écran et puis vous avez des magnifiques images. Donc n'hésitez pas à aller trouver tout ce qu'il faut sur la boutique. On rappelle juste Oui. pour les grues. Oui, Hein, petit il reste message. plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps. C'est vraiment sympa. Merci à Jérôme de nous avoir envoyé Jérôme. 20 grues. Ah oui, Jérôme nous a envoyé 20 grues, oui, c'est ça. Donc c'est super sympa. Il nous en faut. Alors on a appris qu'en fait la légende c'est une centaine de grues. Donc en fait on est loin du compte. Donc on compte sur vous. Ok, ben on compte sur vous. Ça me rappelle, c'est qui se marque Alexandre? Non, Non, c'est pour le téléthon. on compte sur On vous. compte sur vous. Ok, super. Donc c'est fini. Hein. Oui. Donc n'oubliez pas, toujours la page Facebook, pareil, ça s'inscrit en bas, nos comptes Twitter, voilà. Voilà. Et puis on Comme vous d'hab. retrouve très très vite Pour la nouvelle année. la nouvelle année. Encore un épisode avant la fin de l'année. Ah, il sortira avant. Voilà. Allez, donc on vous laisse. Sayonara. plus. À plus. 世界で今日一番ハッピーだった人は誰ですかそう尋ねられても誰もわからないけれど世界で今日一番ハッピーだった人は誰ですかそう尋ねられたら私Thank you.